Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, nous allons nous poser la question de comment protéger son couple d'une catastrophe financière et fiscale. Et pour répondre à cette question, nous sommes avec Marine Cockchat, notaire à Paris, qui était déjà venue dans un précédent podcast pour répondre à une autre question. Merci Marine d'être là aujourd'hui. Merci de l'invitation, bonjour. Quand vous êtes en couple, vous pouvez être très bien protégé ou très mal protégé. Si vous êtes concubin, sachez que vous n'avez aucune protection. Si vous êtes partenaire de Pacs, alors vous êtes peut-être protégé, mais on va le savoir avec Marine juste après. Et si vous êtes en couple marié, il va falloir faire la distinction entre la séparation de biens et la communauté légale réduite aux acquêts. Nous ne parlons pas des autres régimes qui sont moins utilisés en France. Et pour cela, Marine, nous allons aborder plusieurs sujets dans ce podcast. Les droits sur la succession en fonction d'être concubin, partenaire ou marié, la fiscalité dans le couple, le partage des revenus, la pension de réversion et enfin le droit au logement de la famille. Allez, pour commencer sur ce podcast, on va commencer par les droits sur la succession. Est-ce que tu peux nous faire un point déjà sur, quand on est concubin, quels sont les droits sur la succession et déjà, est-ce qu'on est héritier de l'autre ? Ok, alors je voudrais juste faire un petit point de définition avant de développer sur les droits successoraux. Pour rappeler que le concubinage est une union de fait, qu'elle n'est formalisée par aucun contrat, à la différence du Pacs qui pour le coup est un contrat, donc c'est une union contractuelle, et le mariage qui est une union légale de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, peu importe, c'est la même chose pour le Pacs, et qui est consacré par un officier d'état civil. Donc une fois passées ces définitions, c'est important de le rappeler parce qu'en fait Napoléon disait déjà au moment de l'élaboration du code civil pour les concubins, ce qui va me permettre d'enchaîner sur la suite, les concubins ignorent la loi les ignore. Ça veut dire effectivement aucune obligation l'un vis-à-vis de l'autre, mais aucun droit non plus. Donc évidemment, en cas de succession, donc en cas de décès de l'un des membres du couple, malheureusement, l'autre se retrouve un peu sans rien, puisque la loi ne les institue évidemment pas héritiers l'un de l'autre, et que quand bien même il ferait un testament pour se protéger, cela ne serait pas suffisant, puisqu'il serait soumis à une fiscalité assez dissuasive qui est de 60%, qui est la fiscalité entre étrangers. Donc on a beau vivre 20 ans, 25 ans, 30 ans avec son partenaire, enfin son concubin, malheureusement, à la fin, en cas de décès, il y a zéro protection. Donc, et si on a une grâce à un testament, si les concubins ont pensé à faire un testament, la fiscalité est très lourde. Donc en gros, concrètement, imaginons, j'ai une résidence principale qui vaut 300 000 €. Je suis propriétaire de la moitié de la maison parce que je l'ai achetée avec ma concubine. Si je transmets la moitié de la maison, c'est-à-dire 150 000 € de mon côté à ma concubine, elle paiera 60% de 150 000 de €. 150 000 €. Voilà, ce qui est plus de la moitié en fait. Ce qui veut donc dire 90 000 € à payer. Voilà, donc ça veut dire dans ces cas-là, généralement, devoir vendre la résidence principale du couple, parce qu'on n'a pas toujours... dans ce cadre-là, l'immobilier étant souvent le seul... patrimoine détenu pour la majorité des Français, devoir sortir effectivement 90 000 € d'un coup pour pouvoir hériter de son conjoint, c'est pas possible, et ce qui a pour conséquence, comme je vous le disais, de devoir vendre le bien dans lequel on a vécu toute sa vie, ce qui est triste quand même. Ouais, donc là on parle vraiment de catastrophe fiscale plus que même de catastrophe successorale, c'est-à-dire que c'est des situations comme ça, on n'a pas envie de les vivre. Donc c'est la situation catastrophe, on le sait, la partie concubin, on va y revenir à chaque fois, vous le verrez, vous n'êtes jamais protégé. Maintenant on va passer au partenaire sans testament auparavant, puis au partenaire avec testament par la suite. Alors, le partenaire, il est un peu moins mal loti que le concubin, puisque effectivement, ça donne certains avantages. Mais le Pacs n'institue pas le partenaire héritier. Donc ça veut dire qu'un Pacs sans testament, ça n'a absolument aucune utilité, en tout cas d'un point de vue successoral, puisque le partenaire n'hérite pas de son conjoint. Par contre, le combo Pacs plus testament, là, ça devient intéressant, puisque depuis 2007, la loi TEPA, le partenaire pacsé est exonéré de 100% des droits de succession, au même titre que le couple marié. Donc là, on retrouve les avantages du couple marié, mais ça nécessite de faire un testament sous seing privé, holographe, qu'on garde chez soi ou qu'on dépose chez son notaire. Il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, rédiger un testament
non seulement vous serez héritier l'un de l'autre, mais en plus, vous ne serez pas fiscalisé. Moi, je le rappelle, c'est quand même important de se faire accompagner, soit par un conseiller en gestion de patrimoine, soit par un notaire. Mais faites-vous accompagner. Le testament n'est pas un acte qu'on prend comme ça. Et sachez que sur un testament, vous ne pouvez pas tout mettre. Donc, prenez le temps aussi de le faire. Et surtout, quand le Pacs, vous le savez, on peut le faire soit à la mairie, on remplit un petit CERFA qu'on va déposer, enregistrer à la mairie, soit on signe un Pacs chez un notaire. L'avantage du Pacs devant notaire, c'est qu'il va vous alerter sur le fait que ça ne vous institue pas héritier. Et souvent, c'est vrai, dans l'imaginaire collectif, on se dit c'est bon, on est pacsé, on est protégé. Bah non, parce qu'on n'est pas héritier. Donc nous, on le rappelle systématiquement lorsqu'on reçoit nos futurs partenaires. C'est indiqué noir sur blanc sur le contrat que ça ne vous institue pas héritier. Si vous voulez hériter l'un de l'autre, faites un testament et on peut vous accompagner aussi dans la rédaction du testament qui peut porter sur la résidence principale du couple ou sur d'autres biens. Enfin, là, il y a une liberté de rédaction qui est vraiment entre les mains des couples. Ok, c'est très important tout ça et du coup on va passer au mariage. Pour les mariés, ceux qui sont plus protégés, je le rappelle ici, le régime ne changera rien à la succession. On en parlera pour la suite, pour la protection, mais pour la succession ça ne change rien, le régime matrimonial. Parlons des droits du coup du conjoint. Oui, exonération totale des droits depuis la réforme de 2006. Donc c'est la meilleure protection puisque, à la différence des couples pacsés, les mariés n'ont même pas besoin de faire de testament, ils sont héritiers de par la loi. Donc aucune formalité à faire, on se marie, que ce soit en communauté ou en séparation, et on hérite automatiquement de son conjoint, qu'il y ait d'enfants, qu'il n'y ait pas d'enfants. On hérite de son conjoint, et gratuitement. Ok, et de ce côté-là, si on peut aller un tout petit peu plus loin, que prévoit la loi pour les conjoints si aucun testament n'est fait je sais qu'il y a une question de présence d'enfants communs ou non communs. En cas de présence d'enfants communs, que prévoit la loi si on n'a pas fait de testament? J'insiste, si on n'a pas fait de testament, que prévoit la loi pour le conjoint? Que va-t-il toucher? Quel choix s'offre à lui? Oui, du coup, ça va être une option entre des droits en pleine propriété ou des droits en usufruit. Donc ça va dépendre après du nombre d'enfants. Tout simplement parce qu'il y a une quote-part du patrimoine qui est allouée aux enfants dont on ne peut pas disposer librement. Donc le conjoint, dans ces cas-là, la loi prévoit qu'il a le droit à un quart en pleine propriété, c'est-à-dire 25% du patrimoine en pleine propriété, ou la totalité en usufruit. Et donc, du coup, pour les enfants non communs, je crois qu'il y a moins d'options. Exactement, dans ces cas-là, il n'y aura pas de choix, ce sera uniquement un quart en pleine propriété. D'accord. Et je crois également que quand on est conjoint, on peut mettre un peu plus en place avec des donations dernier vivant, c'est ça également? Exactement, qu'on appelle aussi donations entre époux, qui sont l'équivalent d'un testament, sauf que c'est reçu par acte authentique, et qui permettent d'agrandir la part qu'on souhaite transmettre à son conjoint. Et pour le coup, cette part, elle sera plus grande en fonction du nombre d'enfants du couple. Voilà, donc on pourra aller au maximum jusqu'à la quotité disponible. On a fait la partie droit sur la succession, vous l'avez compris, le concubin n'est pas du tout protégé, puis alors il va payer, si jamais il y a le testament, il va payer 60% de droits. Le partenaire n'est pas protégé, on le rappelle, il n'est pas héritier. Avec un testament, il peut être plus protégé et ne pas payer de droits de succession grâce au testament. Et le conjoint, lui, est directement protégé, et cela dépend de la présence d'enfants communs ou non communs, et surtout du nombre d'enfants. On l'a compris, et bien sûr, on peut mettre en place d'autres choses avec, par exemple, une donation dernier vivant ou même un testament quand on est conjoint pour bien diriger un petit peu sa succession et dicter et éviter l'indivision, dont on parlera peut-être dans un prochain podcast. De notre côté, on va parler maintenant du deuxième point, la fiscalité dans le couple. Quand on est concubin, partenaire ou marié, est-ce que quand on est concubin, on déclare ses impôts ensemble? Eh ben non. Imposition séparée pour les concubins. À la différence des autres couples pacsés et mariés, c'est le seul cas où on a une imposition séparée, puisque pour les partenaires pacsés, l'imposition est commune, pour les couples mariés, l'imposition est commune, même si nous sommes en régime de séparation de biens. Il y a une exception à cette règle sur l'imposition commune, c'est si vous êtes marié avec un régime séparatiste et que vous résidez à deux adresses différentes. Donc il y en a un qui habite à Paris, l'autre habite à Bordeaux. Vous avez fait un contrat de séparation de biens, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de déclarer vos revenus individuellement. Sinon, c'est imposition commune. Et évidemment, qui dit imposition commune dit aussi solidarité sur le paiement de l'impôt. D'accord, c'est très important. Donc le concubin, pas d'imposition commune. Pour les autres, l'imposition est commune. Il peut y avoir un avantage sur cette imposition. Je le sais que quand les revenus sont fortement différents, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence, on peut économiser de l'impôt, alors qu'au contraire, quand les revenus sont plutôt similaires, des fois ça peut augmenter très légèrement l'impôt. Exactement, c'est ce que je voulais rajouter. Pour les partenaires pacsés, on nous pose souvent cette question de justement quid des impôts. Alors à revenu équivalent, aucun intérêt fiscal puisque chacun paiera les mêmes impôts que s'il déclarait séparément. En revanche, lorsqu'il y a une grande disparité de revenus dans le couple, ça peut permettre à celui qui a les revenus le plus élevés
de changer de tranche, donc d'être imposé un peu moins fortement grâce à son partenaire qui, lui, est imposé à une tranche plus faible. Ok. Eh ben on Donc passe. c'est uniquement dans cette situation qu'on peut voir baisser sa note fiscale. Oui, j'imagine. On a donné déjà plusieurs exemples sur d'autres plateformes de notre côté et c'est vrai que c'est assez parlant. De notre côté, on va parler du troisième point, qui est le partage des revenus. Comment se fait le partage des revenus quand on est en couple? Je rappelle, on refait encore la distinction entre concubins, partenaires de Pacs et mariés. Concubin, il n'y a pas de partage de revenus, sauf si on décide d'ouvrir un petit compte joint dans lequel on décide de mettre ce qu'on veut. La loi ne prévoit pas de revenus communs. Pour les pacsés, ça va dépendre du régime qu'ils vont choisir, puisque si vous êtes sous le régime de l'indivision, qui n'est plus le régime légal depuis 2007, puisqu'à partir de 2007, le régime légal des partenaires est la séparation de biens, ça veut dire que les revenus sont individuels. En revanche, pour les PACS signés avant 2007 ou pour les PACS pour lesquels les partenaires ont opté délibérément pour l'indivision, quand ils savent qu'est-ce que ça veut dire, parce que parfois on se retrouve aussi avec des PACS signés sur CERFA et déposés en mairie où les couples ont indiqué indivision sans vraiment savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Ça veut dire qu'à partir de la signature du PACS, tout devient commun, y compris les revenus de chacun d'eux. Et pour les couples mariés, ça va dépendre du régime matrimonial qu'on a choisi. Donc soit on n'a pas fait de contrat et on est marié sous le régime de la communauté, et dans ces cas-là, tous les revenus de chacun des membres du couple deviennent communs à compter du mariage, soit on a fait un contrat de séparation de biens, et auquel cas, les revenus sont individuels. Donc ce n'est pas faux de dire que si je suis marié en communauté et que ma femme gagne 10 000 euros et que moi je gagne 2 000 euros, au final je peux très bien utiliser l'argent de ma femme. Oui, en fait, c'est surtout, je pense, au moment de la dissolution du mariage que ça parle au couple, parce que pour eux, l'épargne qu'ils vont avoir mis de côté pendant toute la durée de l'union, les investissements qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu financer dans des proportions autres que 50-50. Monsieur gagnait mieux sa vie, il a financé 80% de la résidence principale, madame s'est arrêtée de travailler pour élever les enfants et a financé que 20% ou alors n'a payé que les courses. Et lors de la dissolution, effectivement, le partage, ce ne sera pas 80-20 ou 90-10, enfin ce sera moitié-moitié. Donc c'est plutôt, je trouve, dans ce genre de situation où c'est plus parlant. Ok, c'est là où Ensuite, dans la gestion quotidienne, chacun fait comme il veut. Ok, mais ce n'est pas faux en tout cas de dire que les revenus sont réellement communs. Exactement. Même s'ils tombent sur un compte séparé de chacun des membres du couple, effectivement, ils ont un caractère d'acquête communauté. Ouais. C'est important ce point-là parce que c'est quand même 90% des couples qui se marient sans contrat, donc c'est important de le rajouter. Effectivement, on n'a pas souvent ça en tête et souvent on pense en tout cas que son salaire est personnel alors que non. Ok, et la surprise arrive à la dissolution, et qu'on n'espère pas quand on se marie, du moins. Dissolution par divorce, parce que par décès, du coup, c'est un peu moins gênant, mais par divorce, oui, c'est un peu la mauvaise surprise. Et bien on parle des deux derniers points. Donc maintenant, il y a la pension de réversion. Qui a le droit à cette pension de réversion? Est-ce que quand je suis concubin depuis 30 ans ou partenaire de Pacs depuis 30 ans, est-ce que j'ai le droit à la pension de réversion? Rien du tout. Donc il n'y a que les couples mariés. Les partenaires, donc c'est effectivement un dispositif qui ne bénéficie qu'aux couples mariés. Et même pour les ex-époux, la pension de réversion, les ex-époux pourront quand même la toucher au prorata du temps de mariage en fait avec le défunt. Oui, c'est exactement ça. Si on s'est marié pendant 10 ans avec une première femme et puis marié pendant 20 ans avec la deuxième femme, c'est 1/3 pour la première, 2/3 pour la deuxième. C'est assez choquant, des fois, pour certaines femmes de se dire qu'elles vont partager leur pension de réversion. Avec même pour l'homme, ouais. qui lui ne peut rien faire parce que c'est pas par testament qu'on peut enlever ça, c'est légal. Oui, tout à fait. De notre côté, il ne nous reste plus qu'un point à aborder. C'est un point aussi important, c'est le droit au logement de la famille. Qui a le droit de rester dans ce logement? Alors, pour les concubins, il n'y a pas de droit au logement de la famille, sauf il y a un cas, c'est en cas d'abandon du domicile ou du décès du titulaire du bail après au moins 1 an de vie commune. Donc c'est la seule hypothèse où on peut avoir la possibilité de rester dans le bien, mais uniquement si on justifie de ces conditions. Pour le partenaire pacsé, on va se calquer un peu sur le régime des époux, c'est-à-dire qu'on aura droit à la jouissance gratuite du logement pendant une durée d'1 an, et on pourra bénéficier aussi de l'attribution préférentielle du logement si le défunt était propriétaire de celui-ci, si cela était prévu par testament. C'est pas de droit, il faut le prévoir dans un testament. On y revient encore, mais le testament est très important au final. Indispensable, en tout cas pour la résidence principale des partenaires, c'est sûr. Il faut prévoir la transmission, que ce soit un droit de jouissance ou un droit en propriété dans le testament.
Ensuite, pour les couples mariés, là, c'est encore une fois la meilleure des protections, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de testament, il y a aussi le droit de jouissance pendant 1 an, il y a le droit de viager au logement et l'attribution préférentielle de cette résidence principale par rapport aux autres héritiers qui pourraient y avoir dans la succession. Ok, je crois qu'on a fait le tour de tous les points, Marine. Est-ce que toi, tu as peut-être des choses à rajouter ou pas? Est-ce que tu penses qu'on a abordé des points qu'on aurait passé trop vite? Ou est-ce que tu veux insister sur quelque chose avant la fin Alors de ce non, podcast? peut-être juste un point pour finir, le thème étant la catastrophe financière et fiscale et comment se protéger de ça. Je pensais au statut de l'entrepreneur individuel qui crée son petit fonds de commerce, artisan, commerçant, profession libérale, et qui se retrouve en difficulté. Il y a quand même des moyens de protéger la résidence principale. Donc, avant 2022, il y avait la déclaration d'insaisissabilité pour la résidence principale qui devait être rédigée par acte authentique. Aujourd'hui, elle est de droit pour les entrepreneurs individuels, c'est-à-dire que pour la résidence principale, il y a un patrimoine personnel, un patrimoine professionnel, donc les créanciers de cet entrepreneur ne pourront jamais se servir sur la résidence principale du couple, ce qui est un énorme avantage. La maison ne sera jamais mise en péril. Mais on peut aussi maintenant faire une déclaration d'insaisissabilité sur tous les autres biens fonciers qu'on peut détenir. Donc les biens qui constituent une résidence secondaire, mais aussi un investissement locatif. On peut décider de les mettre à l'abri des créanciers professionnels en faisant cette déclaration-là, obligatoirement par acte authentique, puisqu'elle sera ensuite publiée. Voilà, donc c'était juste le petit point sur lequel je voulais finir. Donc pensez à ça. C'est pour toutes les personnes, donc tous les entrepreneurs individuels qui sont identifiés au répertoire national des entreprises et donc qui ne concernent pas ceux qui exercent sous la forme sociétaire. Voilà. Mais c'est très important. Au final, c'était comment protéger son couple. Je pense que vous l'avez compris. Protéger son couple, ça passe par des dispositions. Et pour cela, vous devez soit aller voir un conseiller en gestion de patrimoine qui pourra vous orienter vers un notaire par la suite pour passer les actes authentiques et vous fournir un conseil de qualité. Mais c'est très important de ne pas rester concubin, je pense aujourd'hui, sauf si c'est un choix de votre part de ne pas être protégé. Le Pacs est suffisant avec testament, j'insiste, avec testament, et le mariage, lui, protège déjà, mais je pense qu'il faut quand même se faire accompagner sur la séparation de biens, les sociétés d'acquis. On n'a pas pu parler de tout ça, mais c'est plein de sujets qui sont très importants. Le régime matrimonial est important, la protection par testament est importante. Vous l'avez compris, c'est vraiment un sujet prioritaire dans votre couple. Ne laissez pas le temps arriver, parce que c'est quand on laisse le temps qu'il arrive des choses catastrophiques. Donc prévoyez et soyez prévoyants sur ces sujets. Et surtout, oui, quand on est marié, effectivement, on est protégé dans beaucoup de situations, mais on l'a encore plus quand on a fait un contrat, en l'occurrence de séparation, pour justement la situation du chef d'entreprise, du commerçant, de l'artisan qui voit sa société faire faillite. Et si on est en communauté, c'est toute une vie qui peut être détruite en cas de difficulté. Ouais, mais c'est très important. Merci beaucoup, Marine, Avec pour plaisir. ton temps et pour la qualité de ce podcast. Je te remercie beaucoup. Et donc, si vous avez apprécié ce contenu et que vous souhaitez continuer à avoir un contenu de qualité, je vous remercie d'avance d'aller nous mettre un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et bien sûr, d'aller écouter un prochain podcast qui pourrait être complémentaire à celui-ci. Les grandes différences qu'il existe entre mariage, concubinage et Pacs. C'est l'épisode 13. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.